Ils sont des milliers de passionnés de la chasse et de la nature. Ils se sont donné rendez-vous ici, en plein cœur de la Sologne. Ici, la Sologne, eh bien, c'est le parc équestre fédéral qui accueille la 34e édition du Game Fair. Alors, le Game Fair, vous le savez peut-être pas, c'est le plus grand salon de la chasse en extérieur en France. Et il y a énormément de monde qui viennent se balader ici pendant 3 jours pour le plus grand salon de la chasse. Et France 3 a décidé, une nouvelle fois cette année, de vous proposer une émission spéciale avec plein de surprises. Et j'ai la chance de présenter cette émission avec Denis Gannemeyer. Denis, quelque chose me dit que vous êtes très bien posté. Absolument, Benoît. Voilà, je suis sur le Mirador. J'ai bien choisi, en situation d'altitude, à 6 mètres de haut. Alors, Benoît, ce qui est quand même très agréable, c'est que vu d'ici, eh bien, pour une fois, vous êtes un peu plus petit. Alors, ici, c'est le Game Fair. Il vous l'a dit, c'est le plus grand salon. Et quand on regarde autour de nous, c'est gigantesque. Temps merveilleux. Ce matin, on a pris un peu des coups de soleil, mais là, le temps est tout à fait agréable pour venir visiter. Qu'est-ce qu'on y trouve ici? Eh bien, on y trouve tout ce qui a un rapport avec la chasse, la pêche, mais pas seulement. On parle aussi des animaux, on parle aussi de tout ce qui est à vendre autour de la chasse, mais aussi des œuvres d'art. Il y a une vente aux enchères, on en parlera tout à l'heure. Des œuvres d'art, il y a à la fois de la peinture, de la littérature, tout ce qui tourne autour du monde de la chasse et de la pêche. Voilà. Et ça, c'est quand même absolument merveilleux. Alors, on va avoir, Benoît, on va avoir des surprises, parce que je vous ai réservé, enfin, on a réservé aux téléspectateurs, eh bien, quelques petits moments tout à fait intenses. Je donne juste une indication, une histoire de bouée. Voilà. Mais j'en dis pas plus, Benoît. Juste une histoire de bouée. J'ai hâte de voir ça, Denis. Ah oui. Denis, qui va nous faire vivre au cœur de l'événement ce 34e Game Fair, le plus grand salon de la chasse, avec quelques surprises en perspective. Vous l'avez compris, j'accueille sur ce plateau mes 2 premiers invités. Alexandre Vigère, bonjour, vous êtes le directeur du Game Fair, avec à vos côtés Olivier Dassault, député Les Républicains de l'Oise. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau avec nous. Merci de nous avoir invités. Alexandre, cela faisait plusieurs années que le Game Fair était à Chambord, au domaine national de Chambord, dans le Loir-et-Cher. Il a déménagé un peu plus à l'est. Il est toujours dans le Game Fair, mais maintenant il est ici, au parc équestre fédéral de la Motte-Beuvron. Est-ce que l'acclimatation s'est bien passée? Écoutez, merveilleusement bien. On a un accueil formidable de la Fédération française d'équitation. Un territoire qui est magnifique, qui accueille et qui apporte du confort à nos visiteurs. Et le public derrière montre le succès et le rendez-vous réussi du Game Fair. Alors on va tout de suite voir une image aérienne du site pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur de l'événement. Il y a près de 70 000 personnes qui vont venir pendant 3 jours et il faut de la place. Alors cette place, c'est 300 hectares. Enfin, le domaine du parc équestre fait 300 hectares. Vous le voyez sur ces images de Charlie Krief avec nos LED de Hélisphère basées à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Vous voyez, c'est monumental, Alexandre. Vous les découvrez, ces images? Ça vous fait plaisir? 1 an de travail, plus de 18 mois de travail sur cette affaire? Oui, tout à fait. Le travail d'une année quasiment et avec toute une équipe derrière. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir toutes ces images. Et à Chambord, c'était devenu trop petit. Ils ont des projets en quantité là-bas? Oui, un développement du parc de Chambord et donc qui permet pas de... Les deux développements, je dirais, entre le développement du Game Fair et celui de Chambord peuvent s'entrechoquer et du coup, on a donc choisi de venir ici. C'est aussi la rançon du succès. C'est comme le salon de Rambouillet qui n'est plus à Rambouillet, qui est à Mantes. Le salon de Chambord, maintenant, va être à la Motte-Beuvron. Là, moi, j'en suis très heureux parce qu'étant Sologno, c'est plus facile pour moi encore de venir ici comme je le suis aujourd'hui. On y reviendra sur l'histoire du Game Fair avec ces différents sites qui ont accueilli le Game Fair. Avant cela, je vous propose justement d'aller voir comment a été accueilli ce déménagement par les exposants du Game Fair. C'est un reportage d'Amélie Rigonanzo avec Pierre-Dominique Lepé. Jimmy arrive, il vient vous changer le tuyau. Bon courage! Il a l'habitude d'être sur tous les fronts, mais cette année, même lui a un peu de mal à s'y retrouver. Les problèmes de cloison sont réglés? Non. Pas la couleur, il manque une cloison? Voilà. Ok. Julien est chargé d'orienter et d'aider les exposants dans leur installation. Pas facile lorsque tout le monde découvre les lieux, même les membres de l'organisation. Notre petit tuyau. Dis-moi, question pour un champion. Oui.
Là, tu as des gens qui vont venir là. Oui, il faut que tout le monde trouve un petit peu ses marques par rapport à ses voisins, ses copains. Voilà, je pense qu'il va falloir 1 année, 2 années pour que tout le monde prenne bien ses marques sur ce nouveau site, surtout vu l'ampleur de l'événement. Au parc équestre fédéral, on est plus habitué à voir courir des chevaux que des hordes de sangliers. Et pourtant, 1600 mètres carrés de tentes dédiées aux professionnels de la chasse y ont été installés. Les premiers exposants sont déjà séduits par la configuration. Les allées sont très bien. Le sol, il n'est pas marécageux comme là-bas parce que quand il pleuvait, c'était une galère pour ceux qui étaient en bas. En haut, ça passait relativement bien, mais c'est vrai qu'ici, le sol est stable. Pour un salon, s'il pleut, ça peut très bien. S'il fait beau, bien sûr, ça va toujours. Des allées plus larges, mais aussi beaucoup plus de places de stationnement. Tout ce qui faisait défaut à Chambord. Mais lorsqu'on y a planté son stand durant plus de 20 ans, reste une pointe de nostalgie. Ici, c'est plus facile d'accès, mais Chambord, c'est le château, donc à la fois prestigieux et à la fois grandiose aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. De Chambord à la Motte-Beuvron, il n'y a que quelques kilomètres, alors l'organisation est confiante sur la fréquentation. Je pense qu'avant tout, le public vient pour les exposants, pour ce qu'il trouve sur le Game Fair, et que le Game Fair soit à Chambord ou à la Motte-Beuvron, de toute façon, ça reste le Game Fair et ils seront satisfaits du salon. Malgré le déménagement, 70 000 visiteurs sont attendus sur ce Game Fair, nouvelle génération. Alexandre, si on résume, conditions parfaites ici, il manque juste un tout petit quelque chose. Oui, certains regretteront peut-être le château, mais bon, nous sommes au cœur d'une région de chasse qui est la Sologne, et tout chasseur de la France est heureux de se retrouver dans ces terres de la Sologne. C'est mythique. Olivier Dassault, vous connaissez bien la région puisque vous venez chasser ici, c'est un secret de polichinelle pour personne. La Motte-Beuvron, finalement, c'est le cœur de la Sologne et vous la connaissez bien, cette Sologne. Oui, c'est le cœur de la Sologne et c'est une région magnifique, entourée de bois, de forêts, de plaines, où les animaux sont très heureux, et les animaux sont très heureux, il faut le redire, grâce aux chasseurs. S'il n'y avait pas de chasseurs, il n'y aurait pas d'organisation, il n'y aurait pas de fédération, il n'y aurait pas de garde pour pouvoir protéger cette faune et éviter qu'il y ait trop de braconniers, comme dans certains pays où il n'y a plus de chasse, où il n'y a plus d'animaux, parce qu'il n'y a plus de chasse. Les chasseurs qui sont des éternels régulateurs. Des éternels régulateurs, c'est très important d'employer ce mot, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loups, il n'y a plus d'ours, et donc il faut aussi réguler cette population, et c'est très important pour éviter qu'il y ait des maladies, des épidémies, parce que la nature est beaucoup plus dure que l'homme. Et lorsqu'il y a véritablement un problème, lorsqu'il y a une surpopulation, eh bien, ils ne font pas de sélection. Et là, c'est l'éradication. Alors vous faites partie des rares députés qui assument le fait d'être chasseurs, parce qu'ils sont nombreux dans l'hémicycle. Mais alors quand il s'agit de les inviter sur ce plateau, il n'y a plus grand monde pour venir. Oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai que... à droite comme à gauche. De mes collègues, il y a un groupe d'études de la chasse où il y a quand même un très grand nombre de participants. Il y a même d'ailleurs des non-chasseurs qui participent à ce groupe d'études. Mais lorsqu'il s'agit de répondre à une interview ou d'apporter un témoignage, je le sais moi-même avec mon journal Jour de chasse, il n'y a plus beaucoup de monde au rendez-vous. Jour de chasse, c'est un trimestriel qui justement défend l'éthique de la chasse, mais pas simplement parle d'art, parle d'œnologie, parle d'histoire, parle de légende. Tout ça, c'est très important de montrer que la chasse, c'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps. D'ailleurs, la Motte-Beuvron, sans la chasse, n'existerait pas. Les rois, les empereurs se sont donné rendez-vous ici. Et c'est aussi grâce à la chasse que la gare a été construite, que le train est venu jusqu'à la Motte-Beuvron. Alors, pour revenir à votre question, c'est vrai que peu de politiques assument leurs conditions de chasseurs. Mais en ce qui me concerne, moi je vis totalement mes passions, quel que soit leur domaine, surtout lorsqu'ils sont justes et surtout lorsqu'elles défendent véritablement un très très grand nombre d'emplois aussi, il faut le dire. Combien d'emplois en France ? 30 000. 30 000. La chasse fait vivre 30 000 personnes et des familles en France. Vous restez avec nous encore quelques minutes tous les deux. Comme chaque année, la direction du Game Fair invite un pays. Et cette année, c'est la Belgique, et notamment sa partie wallonne qui parle français. Et on retrouve tout de suite, pour la première fois dans cette émission, Denis.
Et oui, absolument, Benoît. Et regardez ce slogan comme il est bien. La vie est belge. Et nous, on pourrait dire sur France 3, je sais, elle n'est pas très très bonne, mais plus belge, la vie. Bon, voilà. Alors, on va aller rejoindre Olivier. C'est le directeur du tourisme des provinces wallonnes. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, première arrivée ici au Game Fair. Première fois invité ? Première fois invité d'honneur, donc très content d'être présent ici. C'est un peu original pour nous. Nous d'habitude on fait les salons du tourisme. Là on est au salon de la chasse, de la pêche, de la nature. Donc c'est une première et on est très content d'être là. Bon alors, on va parler de la Belgique ensemble. On va se déplacer parce que vous avez un véritable petit village qui s'est installé, fort bien installé d'ailleurs. Alors, on parle d'abord, Olivier, du tourisme. Il me disait, lorsqu'on a préparé l'émission, Benoît, il me disait, la Wallonie, hein, les provinces de Wallonie, eh bien c'est tout simplement un grand parc d'attractions. C'est un peu ça en fait, puisque c'est une petite région où il y a énormément de choses à faire. Donc on a au niveau hébergement, ça va du camping à l'hôtel 5 étoiles en passant par l'auberge de jeunesse. Mais aussi on a énormément d'attractions touristiques, de la nature, du sport. On peut faire, vu les petites distances en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un parc d'attractions. Vu les petites distances, on peut faire le matin du kayak en pleine forêt et l'après-midi on fait une ville patrimoine mondial de l'UNESCO, on fait une abbaye, on fait une cathédrale. Donc on peut faire de tout dans un petit périmètre sur une journée en Belgique. C'est vrai, et en plus la Belgique, quand on est dans l'espace, eh bien on la voit de très très loin parce que les autoroutes sont allumées. Donc on ne peut pas la louper la Belgique, hein. Alors on va tourner un petit peu et parler en même temps tous les deux des différents stands, mais d'abord sur la Belgique, on va dire il y a le côté mer et il y a un côté, c'est pour ça qu'on va parler de chasse aussi, il y a un côté forêt. Venez avec moi. La Belgique, c'est assez simple, hein. Il y a la mer du Nord et puis il y a Bruxelles au milieu. Et toute la région sud, c'est donc la Wallonie, la partie francophone de la Belgique, où c'est beaucoup plus vert. Ce sont les forêts, les rivières. On fait du kayak, on fait de la pêche, on fait de la chasse, on fait du VTT. Donc c'est vraiment le poumon de la Belgique qui se situe dans le sud de la Belgique. Alors, on va aller voir vos stands, parce qu'il y en a un sur lequel je voudrais terminer qui est absolument fabuleux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Viens, Charlie, on va aller regarder ce qui se passe. On est en train de graver quelque chose. Qu'est-ce qu'on y fait, Olivier, là? Fait de la gravure sur arme. Donc il faut savoir que l'école Léon Mignon de Liège est une école européennement réputée. Pourquoi? Parce que c'est encore une des seules écoles où on fabrique des armes et on fait de la gravure sur arme. Et d'ailleurs, petite histoire, 80% des étudiants ils sont français, hein, un peu comme dans nos écoles de kiné par exemple ou d'infirmières. Ici, pour les armes, on a pratiquement 80% de Français qui viennent se former en Belgique parce que nous avons des maîtres graveurs, des professeurs qui font ça à l'ancienne encore. Très bien, merci. Alors vous pouvez venir sur ce stand, sur ce petit village, car on l'a vu, la vie est belge. On a compris, merci Denis. La Wallonie dans tous ses états, puisque a lieu ce week-end, vous l'avez sans doute entendu parler, la reconstitution de la bataille de Waterloo 200 ans après la défaite de Napoléon. 200 000 billets ont été vendus. Waterloo qui est au sud de Bruxelles, comme chacun sait, à une vingtaine de kilomètres. Et puisque l'on parle de Saint-Hubert, parce qu'il y a la ville de Saint-Hubert en Wallonie, petite bourgade dans les Ardennes belges, je vous invite à regarder, Olivier Dassault et Alexandre Fischer, ce reportage tout à fait insolite qui va suivre. Comme chaque année, le jour de la Saint-Hubert en France, ce patron des chasseurs, comme chacun sait, le 2 novembre, le jour de la fête des défunts, certains prêtres procèdent en France encore à la bénédiction des chiens. C'est un reportage de Sylvie Adam et de Pierre Lachaud. Voilà, vous allez pouvoir peut-être encore avancer un petit peu pour que tout le monde puisse entendre, d'autant plus que, comme je l'ai dit, moi je ne mords pas, mais j'espère que vos chiens non plus. Des sonneurs de trompe en tenue d'apparat, dans la plus pure tradition de la Saint-Hubert, un folklore hérité de la chasse à courre, comme cette bénédiction des chiens traditionnellement réservée à la meute. Pour les chasseurs, un rituel très codifié que le prêtre prend plaisir à mettre en scène. T'as peur d'être mouillé, mais tu sais, un chrétien, il faut qu'il se mouille. Un chrétien, il doit toujours se mouiller et puis aller là où c'est pas facile, parce qu'il faut qu'on apporte la paix et la joie. On voit de temps en temps des articles qui nous expliquent qu'un chien a été capable de traverser la France pour retrouver son maître. Et ça, c'est une attitude qui plaît beaucoup à Dieu. Avec son verbe haut, le curé de Bellegarde sait séduire les chasseurs. Ils sont venus chercher la protection pour leurs chiens. Quelquefois, les chiens sont en danger
face au sanglier, espérant que le bon Dieu les protégera. Il est bon et gentil, il ne peut faire que du bien ce monsieur-là. Nous avons la chance d'avoir un prêtre extraordinaire. Pour lui, l'essentiel, c'est de remplir les églises. Donc la fête fait que beaucoup de gens viennent y assister et le prêtre est ravi. Le chat n'y entend rien, mais de l'os à l'hostie, en ce jour des défunts, la tradition vaut bien une messe. Dieu nous invite tous à devenir des chasseurs. Parce qu'il est vraiment urgent que nous puissions chasser l'individualisme de nos vies et de nos sociétés. Quelques notes encore et la messe est dite. Les trompes cèdent la place aux cloches jusqu'à la prochaine Saint-Hubert. De retour ici sur le plateau de France 3 pour vous faire vivre la 34e édition du Game Fair, le plus grand salon de la chasse en France. Alexandre, je voudrais revenir avec vous en chiffres sur le Game Fair. 34e édition, c'est le 6e site de son histoire ici à la Motte Beuvron, au parc équestre, après Versailles, Chantilly, Saumur, le château de Giscourt dans le Bordelais, Chambord et donc ici, la Motte Beuvron. Oui, tout à fait. Le Game Fair avait repris en fait un concept anglais où le salon déménageait tous les ans dans une ville, une province différente. Et donc là, nous sommes arrivés à la Motte. Nous souhaitons pérenniser à la Motte parce qu'on s'y trouve bien. On est chez nous, les chasseurs, dans un vrai pays de chasse. À 2 heures de Paris. Et à 2 heures de Paris, avec une desserte autoroutière magnifique. Et pour cette édition, plus de 460 exposants ont répondu présents. 60 000 visiteurs sont attendus. Le Game Fair poursuit son développement. Oui, tout à fait. Et comme je disais tout à l'heure, le site nous permet de pouvoir se développer, de pouvoir avoir de nouvelles idées et de toucher aussi un public plus large, peut-être qui sera converti à la chasse plus tard. Donc c'est une bonne chose. On est très heureux d'être là. Eh bien nous aussi. Olivier Dassault, la chasse a cette particularité de plaire à tous les milieux sociaux. Alors il y a des personnes du CAC 40, il y a vous, on le sait, il y a aussi des ouvriers, des agriculteurs. L'état de la chasse en France, c'est ça, c'est un constat, c'est transversal. C'est très important que cela touche toutes les couches sociales. Et dans mon département, dans l'Oise, où hélas, une minorité qui est vraiment indigne a saccagé la maison de la Fédération, j'ai immédiatement d'ailleurs été les soutenir et les aider. C'est très très important, toutes les petites sociétés de fédération, dans les communes, dans les villages. La France n'est pas qu'un pays de villes, c'est un pays de terres agricoles, c'est un pays de campagne. Et c'est très important d'aider ces petites fédérations à connaître le bonheur de partager une journée de chasse. Très souvent, ils ne tirent pas forcément beaucoup. Et d'ailleurs, on oublie toujours de dire, la chasse par exemple à l'approche, c'est une sortie, c'est une rencontre avec la forêt, c'est une rencontre avec la lumière des bois, c'est un moment magique. Même si on n'a pas tiré, on est très heureux lorsqu'on rentre. Avec le plaisir de voir le travail du chien, nous on va y revenir plusieurs fois dans l'émission. Bien entendu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous quelques minutes sur ce plateau. On va parler d'un art ancestral justement, parfois décrié, car autrefois élitiste, et pourtant c'est la chasse la plus noble, la vénerie. Avant d'en parler avec notre prochain invité, nous partons tout de suite découvrir l'équipage du Bois Vert du côté de Mouchamp en Vendée, reportage d'Élodie Soulard avec Damien Ravelot. La meute d'anglo-français est à l'affût. Dans un instant, les 60 chiens de l'équipage des Bois Verts et du rallye Malpère vont partir en chasse dans le parc Soubise. Avec ses codes ancestraux, cet art attire toujours. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'équipages en France. Il y a 470 équipages en France qui chassent donc les six animaux de vénerie qui sont le cerf, le chevreuil, le sanglier. Ça c'est pour la grande vénerie. Et pour la petite vénerie, il y a le lièvre, il y a le renard et il y a le lapin aussi qui est chassé à court. La vénerie, un mode de chasse très ritualisé avec aussi son propre langage. Vraiment là je vous demande, il faudra vous mettre tous ce côté-là de la route pour que l'animal puisse rembûcher. Si on se met partout sur la route, l'animal ne pourra pas rembûcher, on va tout de suite en débûcher, là, ça complique les choses. En d'autres termes, si l'animal débûche, il rentre dans le bois, s'il rembûche, il sort du bois. Ce mardi, malgré un temps exécrable, ils sont une centaine à cheval ou à pied pour chasser le sanglier.
En vénerie, pas de parcours prédéfini. La partie se joue entre l'animal sauvage traqué et les chiens. L'homme n'est que le spectateur. C'est l'attaque des sangliers. Les sangliers sont dans les ronciers. Et les chiens viennent de les attaquer, ils les aboient sur place en attendant qu'ils les fassent partir. À la chasse à courre, pas de fusil. La manière compte davantage que le résultat pour les chasseurs. Le plaisir de la vénerie, c'est avant tout le plaisir de voir chasser les chiens. C'est-à-dire qu'on laisse les chiens, ce sont les chiens qui chassent plus que nous, quel que soit l'animal chassé. Qu'on soit à pied ou à cheval, parfois il faut attendre des heures pour voir un animal. Une partie de chasse est pleine de tactiques. Tout le monde est là-bas, je vais voir si j'ai raison ou si j'ai tort. C'est de la stratégie. Mais ça crie là-bas, donc après on ne sait pas par où ça va partir. Donc il faut choisir des options, il ne faut pas rester ensemble, il faut se disperser pour pouvoir avoir les meilleures vues possibles. Tout à coup, un sanglier traverse une allée. Pour le signaler, la trompe de chasse, le talkie-walkie du veineur. Ah, il n'est pas pris, non, mais la chasse se déroule bien, mais c'est un bel animal qui va nous donner du fil à retordre. Mais les chiens ont l'air d'en vouloir. La bête de 200 kg sera attrapée à la nuit tombée à quelques kilomètres d'ici. Les chasseurs à courre et leurs meutes peuvent parcourir entre 30 et 40 km en une journée. Et pour parler de vénerie, j'accueille à mes côtés Pierre de Bois-Guibert, secrétaire général de la Société de vénerie. Merci d'être avec nous. La vénerie, un art immuable, codifié au XVIIe siècle. La façon de chasser est toujours la même finalement. Rigoureusement la même, c'est une de nos caractéristiques, hein, indépendamment du fait que les territoires ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais la vénerie, c'est quoi? Ce sont des chiens qui chassent et des hommes qui les encadrent, qui sont là pour les assister. Et la codification, comme vous l'avez dit, comme le montre très bien ce rituel, c'est la même chose qu'il y a quelques siècles. La chasse à courre a parfois mauvaise presse, mais pourtant c'est la plus noble finalement, puisque le gibier a une chance réelle et sérieuse de s'en sortir face aux chiens courants. Écoutez, je ne voudrais pas porter de jugement entre tel mode ou tel autre. C'est un mode de chasse légal. Vous savez qu'il y a 3 modes de chasse légaux en France, la chasse à tir, la chasse à courre et la chasse au vol. C'est une chasse qui est totalement naturelle, effectivement. C'est dans un espace ouvert, du gibier sauvage, par définition, face à son prédateur naturel, qui est le chien. Alors les chiens prennent ou ne prennent pas, mais voilà, c'est très fair-play, effectivement. Plus de 400 équipages en France, il y en a 296, je crois, aujourd'hui au Game Fair. Exactement. La chasse à courre, après 2 décennies un petit peu difficiles, elle ne s'est finalement jamais aussi bien portée. Écoutez, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 2 fois plus d'équipages aujourd'hui en France, 400, vous l'avez dit, en 1914, avant la Première Guerre mondiale, qui est pourtant considéré comme l'âge d'or de la vénerie. Donc c'est un mode de chasse qui est en plein essor. Il y a 20 à 25 nouveaux équipages par an. Effectivement, 400 équipages, ça représente 30 000 chiens, 10 000 veneurs. Ça marche très bien, c'est vrai. Et le meilleur ambassadeur, c'est le chien. Apprécier le travail du chien. Absolument. Ce qui nous intéresse, nous les veneurs, je le répète souvent, c'est le travail de nos chiens. Il peut y avoir de très belles chasses où on ne prend pas, où l'animal s'est très bien défendu, et franchement on est ravis. Et puis des chasses un peu moches, j'ai envie de dire, où un animal se défend pas bien, où il est malade et que les chiens prennent très vite. Donc c'est vraiment le travail de nos chiens. Plus la difficulté est grande, plus nos chiens sont capables de déjouer les ruses de l'animal, plus on est heureux. Quelles sont les races de chiens que l'on retrouve le plus souvent dans les équipages de vénerie? De vénerie. Alors la France est un pays d'excellence synégétique aussi pour l'aspect cynophile. Si vous voulez, nous avons des races de chiens courants exceptionnelles. Évidemment le chien poitevin qui est pas très loin d'ici, qui est le chien du roi, si vous voulez, qui sont des chiens très très élégants, un peu levrettés. L'anglo-français tricolore, l'anglo-français blanc et noir. Et puis pour la petite vénerie, l'anglo-français de petite vénerie ou beaucoup de bassets. Maintenant les bassets fauves de Bretagne qu'on utilise notamment au lapin de plus en plus. Les grands chiens de vénerie, c'est le poitevin, l'anglo-français et le français. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, si on monte à cheval, si on est un bon cavalier, de se mettre à la vénerie? Totalement. Et d'ailleurs, il y a sur votre studio, il va y avoir Serge Lecomte qui nous accueille ici, président de la Fédération française d'équitation. Nous avons passé, quand je dis nous, la Société de vénerie, un accord avec la Fédération équestre pour que les clubs hippiques se rapprochent des équipages, et l'inverse est également vrai, de sorte à faire découvrir la vénerie à des cavaliers. La plupart des nouveaux veneurs aujourd'hui, ils viennent par le cheval. Et c'est ce qui explique qu'on a beaucoup de femmes d'ailleurs dans les équipages. Parce que l'équitation est un sport très féminin, comme vous le savez. Oui. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques minutes. Et j'ajouterais que la chasse au fusil connaît une érosion de 5% par an, vous confirmez? Oui.
et la chasse à courre comme la chasse à l'arc font partie des deux chasses qui arrivent à recruter de nouveaux Vous adeptes. êtes très bien informé et je conclurai là-dessus, ce sont deux modes de chasse, on peut dire archaïques, antiques, peu performants, parce qu'on prend un animal ou pas du tout, qui suppose un engagement physique important, et pourtant ce sont les deux modes de chasse qui se développent. Je pourrais développer pendant des heures, je vous laisse imaginer, mais c'est pour nous très important. Et oui, on a 52 minutes pour parler d'un maximum d'intervenants. Voilà. Merci Voilà. d'avoir été avec nous. Je vous remercie. On retrouve tout de suite, restez avec nous. On retrouve tout de suite Denis pour nous une nouvelle découverte insolite. Oui, absolument, Benoît. Regardez comme je suis équipé. Ça, c'est les protections de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la sculpture, mais pas n'importe quelle sculpture. De la sculpture avec une tronçonneuse. Allez, on va aller voir Baptiste. Baptiste, comment ça va? Il est là, Baptiste. Venez avec moi. Venez, venez, venez. Bon, alors, c'est assez extraordinaire. On va regarder tout de suite. Charlie, tiens, attention à toi derrière. On va regarder les sculptures qui sont là, qui sont devant vous. C'est vous qui avez fait ça avec une tronçonneuse? Avec une tronçonneuse de style, bien sûr. Donc je pars d'un bout de bois et puis l'objectif était d'en aller au maximum dans les détails avec une tronçonneuse. Bon, alors, il faut savoir quand même, Baptiste, que vous ne faites pas que ça. Vous faites aussi de l'élagage, hein, c'est ça? Un petit peu d'élagage et je vais dans les écoles former des bûcherons et puis sur des cours de mécanique aussi, mécanique tronçonneuse. Voilà. Alors, ce qui est assez extraordinaire, on va regarder. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça ressemble à un chevreuil, je me trompe pas? Je suis en train de faire un brocart là dans une bille de cèdre. Vous utilisez plusieurs types de tronçonneuses pour faire ça? Alors, souvent des résineux qui sont classés imputrescibles, donc notamment le cèdre et aussi de temps en temps le séquoia. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu travailler. Ça va faire du bruit, hein, je vous préviens. Allez, allez-y. Moi, j'ai mon truc de sécurité. Alors, on va démarrer votre tronçonneuse et vous allez continuer à travailler. Moi, je vais rester. Je vais regarder ce travail que vous êtes en train de faire. Attention, ça fait peut-être un petit peu de bruit. Bon, je garde le micro de toute manière. Baptiste, c'est à vous. Allez, vous pouvez œuvrer. Et comme il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous et qui regardent votre travail, c'est assez impressionnant. Là, ça fait du bruit. Je vais me reculer un petit peu. Voilà, ouais, c'est extraordinaire. Regardez. Bon, faut être habitué, hein. Faites pas forcément pour vous. C'est très spectaculaire. Voilà. Merci à Baptiste, en tout cas, pour cette démonstration. Super. Moi, je vais pas le faire parce que je me sens pas capable. Merci, Baptiste. Un beau brocart. J'accueille à mes côtés sur ce plateau le président de la Fédération française équestre, Serge Lecomte. Merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour à tous. C'est un honneur d'accueillir le Game Fair en tant que président de la Fédération française équestre. On est ici à La Motte-Beuvron, le site de la Fédé. Alors on est aussi ici sur le parc équestre fédéral où on fait des grands rassemblements puisque le Guinness est venu il y a 3 ans et a découvert que la manifestation qui avait lieu à La Motte-Beuvron était la plus grande manifestation équestre mondiale. Oui, c'était le Generali Open de France, 15 000 cavaliers. Entre autres, mais il y a aussi d'autres manifestations comme le grand tournoi, le meeting des propriétaires, le festival du complet, etc. Mais et d'accueillir ensuite nos amis de la terre, nos amis qui avons une vraie activité liée au terroir, que sont les chasseurs et les pêcheurs et tous ceux qui les entourent. C'est une grande fierté et c'est très agréable à nous de pouvoir avoir fait cette démarche. C'est un mariage de raison, mais j'ai envie de dire aussi que c'est un mariage évident. Pas forcé, mais évident. Oui, pour nous, ça nous semble tout à fait évident parce qu'on est tous aussi un peu agriculteurs, un peu chasseurs en étant cavaliers. Donc le lien est très très rapide et très facile à faire. C'est deux univers très proches l'un de l'autre. Et puis il y a beaucoup, on le disait tout à l'heure avec Pierre de Bois-Guibert, il y a beaucoup de femmes qui montent à cheval, qui se mettent à la chasse à courre par exemple. Oui, il y a beaucoup de femmes de chasseurs qui montent à cheval. Donc au moins ce lien entre la chasse et l'équitation. Et la chasse à courre est une activité qui se développe bien en France. Les gens comprennent que c'est facile d'accessibilité. Et on nous parle souvent de l'élitisme des sports équestres, mais une fédération qui a 700 000 licenciés, c'est une fédération populaire, bien évidemment. Oui. Et la chasse à courre, il y a 30 000 adeptes, mais il y a 200 000 suiveurs. 200 000 suiveurs, c'est le dernier chiffre qui m'a été communiqué. Un parc équestre exceptionnel,
21 ans ça fait 21 ans que le parc. On y revient en 1994. Exactement, c'est vous-même qui l'avez fondé. Alors c'est en moi 84. avec quelques amis qui ai découvert le lieu grâce au député maire Patrice Martin-Lalande qui était à l'époque qui œuvrait à la mode Beuvron et qui nous a facilité notre arrivée. On a découvert ce parc, cette propriété un matin de février et on a tout de suite vu tout son potentiel pour y développer la grande maison de famille des cavaliers qui fait qu'il y a comme un jamboree, une ritualisation de tous les cavaliers de France qui convergent vers la mode Beuvron au mois de juillet. Alors, il y a un chiffre étonnant que j'ai trouvé en préparant cette émission, 810 000 entrées, visiteurs par an, c'est autant que le domaine national de Chambord. Oui, mais ça, comme à Chambord d'ailleurs, on ne demande qu'à développer encore. Hein. Vous savez qu'il y a 3 grands pôles d'activité dans le Loir-et-Cher, que sont le zoo de Beauval, Chambord, et puis maintenant la mode Beuvron. Je pense qu'on peut créer une grande convergence touristique entre ces 3 lieux et tous les autres aussi qui sont autour, parce que les gens qui viennent à l'équitation et qui viennent à la mode Beuvron au parc équestre fédéral, ils viennent avec leur famille et dans la famille il en faut pour tous les goûts, donc le zoo, le château de Chambord, les châteaux de la Loire, ça sont autant d'atouts pour le parc équestre qu'on peut en être pour eux-mêmes. Et le parc de Beauval, 1 million d'entrées en 2013, 900 000 en 2014, Chambord 900 000 et donc vous 800 000, félicitations. Et vous l'avez dit, un parc équestre devenu une référence mondiale avec un Guinness Book du record de la plus grande manifestation équestre au monde. C'était à quelle occasion précise? Vous l'avez C'était évoqué à l'occasion des championnats de France, poney et chevaux, où tout a été comptabilisé, les partants, les chevaux. Il y a eu tout un pool de contrôleurs qui sont venus pendant tout le mois de juillet et qui ont sorti ce record exceptionnel et qui est reconnu partout. Vous-même, vous chassez, Serge Lecomte? J'ai chassé, mais j'en ai guère le temps. Là, on s'occupe à développer le parc, entre autres, et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et la chasse, c'est souvent le week-end, et les concours, les compétitions, l'équitation, c'est aussi le week-end. Donc, il faut choisir. Merci d'avoir été quelques minutes en notre compagnie, Serge Lecomte. Merci à vous et bonne continuation. Merci, restez avec nous. Le Game Fair, c'est évidemment du spectacle, mais c'est aussi, il faut l'avouer, un sacré business entre vente d'armes, de vêtements ou encore vide-grenier. Beaucoup de visiteurs viennent dépenser de l'argent. Un chiffre, 71% des visiteurs dépensent 800 € par an pour la pratique de leur loisir, la chasse. Et certains sont en ce moment même à la vente aux enchères d'armes anciennes et où l'on retrouve tout de suite Denis. Oui, alors regardez sur les images, la vente aux enchères, ça marche bien. On va essayer, je vous promets rien Benoît, mais on va essayer d'aller retrouver Amélie Cornet. Pardon messieurs, dames, on est en direct sur France 3, pardon, on va aller assister, c'est en direct sur France 3, voilà, hop, pardon, excusez-moi, on va aller voir Amélie, je suis sûr qu'elle est à peu près par là. Alors vous savez Benoît que j'ai votre chéquier, que je vais peut-être acheter quelque chose, et je vais venir auprès d'Amélie Cornet, elle est là, c'est génial, on a réussi à arriver. Amélie, vous êtes en direct sur France 3. Comment se passe la vente aux enchères? Alors là, comme vous pouvez le constater, il y a une foule incroyable pour cette vente aux enchères spéciale chasse à la mode Beuvron. La particularité de cette vente, c'est que nous avons quand même une collection de plus de 300 armes et je pense que c'est ce qui a amené les gens à venir aujourd'hui. Vous voyez, on est 200-300 ici dans la tente. Voilà. C'est chaud, il y a du monde. Alors, principalement donc les armes, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des pièces d'art. Oui, tout à fait. Alors en fait, aujourd'hui, ce sont les armes, mais demain nous aurons de l'art animalier, donc des trophées de chasse, des tableaux, des bronzes, mènes, de la brière. Voilà, nous aurons toute une série d'objets d'art animaliers. Oui. Les enchères montent? Les enchères montent très bien, oui. C'est très chaud ici, oui. C'est très chaud. Merci en tout cas, Amélie. Je vous laisse à votre travail. Alors, Benoît, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Ah, attendez, je vais peut-être faire pour vous alors. Je fais une offre. C'est un juxtaposé. 600. Je fais 600. C'est un juxtaposé ou un superposé? Là, je vois pas. Superposé. Voilà. Le fusil, Denis. C'est un superposé ou juxtaposé? Je vois pas. Ah, je vois pas du tout. Moi. Demandez-lui. Oui. Alors, c'est un. Oui, au-dessus de moi. Qu'est-ce que c'est qui est au-dessus? Pardon? C'est quoi? C'est un Browning. Browning superposé. Alors, justement, j'en avais besoin d'un. Ah oui? Mon budget est limité, je m'occupe de tout. Très limité, Denis. Vous savez. On vous retrouve dans un instant les pieds dans l'eau, Denis, puisque le Game Fair, c'est le salon de la chasse.
Mais c'est aussi le salon de la pêche avec ses particularités. On va le voir tout de suite, mais avant cela, un reportage réalisé cet hiver sur la Brière en Loire-Atlantique. Nos amis téléspectateurs de France 3 Pays de la Loire nous regardent et je leur propose ce petit cadeau, un sujet de Boris Vioche et de François Christophe. Il y a beaucoup d'oiseaux sur les réserves. Il y a malheureusement moins qu'on chasse en ce moment, mais bon, c'est comme ça, c'est la chasse. Sur la Brière, il faut attendre la fin de journée pour chasser le gibier d'eau. Patrick, à 52 ans, connaît ces marées comme sa poche. Cela fait quelques années maintenant qu'il y vient, dans son chaland, de nuit comme de jour, son fusil à portée de main. Depuis tout petit, donc on se promène dans ce marais, donc on connaît tous les endroits, tous les canaux, toutes les pierres. Donc c'est un peu normal, c'est comme les montagnards en montagne, ils connaissent tout. Nous on connaît tout sur le marais de Brière. La chasse à la hutte, à la volée ou la chasse au cul levé, les migrateurs doivent être tirés de 15 à 25 mètres éloignés. Et pour cela, il faut se cacher. Une fois que le milieu est passé, c'est bon. On met le chaland dans cette partie-là, et puis nous, donc on monte dedans, donc c'est ce qu'on appelle une bosse de chasse, et on met des cannes d'appel et puis des formes en plastique pour attirer le gibier, pour tout ce qui est gibier anatidé, tout ce qui est canard, bien sûr. Et bon, bien sûr, il peut y avoir d'autres oiseaux qui peuvent passer, comme les vanneaux, les bécassines. Il faut attendre, puis il faut être patient, ça fait partie de la chasse. N'oubliez pas, il y a une bécassine qui arrive. Ah, loupé. Ah, ça vole vite, ça. La chasse était bonne? On a vu un peu, mais on n'a rien fait. Café. Ah, ouais. Et la chasse, aujourd'hui, c'est plus pareil. Pour les anciens, les migrations, elles existent toujours sur la Brière, mais sont retardées de plus en plus dans la saison. Dans le temps, les migrations, ça se faisait naturellement, on voyait bien, ça arrivait novembre, décembre, et puis bon, les oiseaux stationnaient. Puis en février, les oiseaux remontaient, et puis il y avait de la migration. Même les grives, on ne voit même plus de grives. Il n'y a plus de migration comme avant. Bon, à moins que les migrations se sont décalées par rapport soit au littoral, ils sont plus soit en mer ou soit plus sur les terres. On ne sait pas. Il va falloir qu'on se pose des questions. Pendant ce temps-là, il faudra ranger les fusils et attendre la fin de l'été pour de nouvelles chasses de gibier d'eau en terre de Brière. Ah, très beau sujet, en terre de Brière, à l'aube et au crépuscule. Une très belle chasse, ça donne envie sans doute à tous les amateurs qui nous regardent. Allez, on va tout de suite retrouver Denis avec sa petite Madeleine de Proust du jour. Un retour en enfance avec une bouée. Oui, Benoît, vous le savez bien, le gamefer, c'est la chasse, mais c'est aussi la pêche. Regardez ma tenue, comment je suis bien. Regardez, alors Charlie, voilà le détail. Des petites palmes aux pieds, c'est mignon, hein? C'est un peu mouillé parce qu'on a fait une répète avant, hein. Et puis, la combinaison, la bouée de sauvetage, et je vais me déplacer en marche arrière, et c'est là où je vais essayer de ne pas me vautrer, pour aller rejoindre notre invité. Et avec mon invité, on va pécho du poisson. C'est-à-dire qu'on va essayer de pêcher, voilà, regardez, et je vais m'asseoir dans un espèce de petit bateau, c'est une sorte de bouée. Ah, je suis dedans. C'est une horreur. Bien installé? Oui, bien installé. Comment ça va? Bien, et vous? Pas mal, c'est un petit peu laborieux quand même pour y arriver. Comment ça s'appelle ça? Un flotte-tube. C'est une bouée flottante où on est installé quand même confortablement. Oui. Et on se déplace donc à l'aide de palmes qui sont fixées à nos pieds en faisant ce qu'on appelle du rétropédalage, c'est-à-dire qu'on va se déplacer en reculant. Mais alors ce que je comprends mal, je saisis mal, c'est que c'est quand même un peu dangereux parce qu'on est tout le temps en marche arrière. Alors on est en marche arrière, mais on n'est en rien dangereux. Oui. Il suffit juste de jeter un petit coup d'œil à l'arrière quand on se déplace, et comme ça on évite tout obstacle, tout danger sans problème. Alors c'est venu d'où cette idée d'avoir comme ça des petits... Parce qu'on pense à un bateau très connu, qui a à peu près la même forme et qui est un tout petit. Voilà. Les potounes, oui. Ouais. Alors
comment on en est venu à créer ce type d'embarcation. Voilà, c'était simplement accéder à des postes très difficiles d'accès, où on ne pouvait pas mettre de bateau à l'eau. Et voilà, il fallait imaginer quelque chose de simple, léger, pour pouvoir se déplacer sur des grandes étendues d'eau stagnantes. Hein. C'était prévu pour les lacs au début, américains. Donc au début, c'était simplement une bouée de tracteur avec un filet au fond pour poser nos fesses dessus. Bon, ça a été élaboré un petit peu plus maintenant pour les pêcheurs et surtout d'un point de vue sécuritaire pour garantir voilà, une flottaison optimale de l'embarcation. En mer, non, ça se pratique pas, ça. C'est trop dangereux. Non, c'est vraiment plus fait pour les grands lacs et rivières. Dites-moi l'ami, on va y aller hein on va aller pêcher de la truite, les enfants. Hein, c'est ça, ils pratiquaient de la truite, là. Ah bah, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Voilà, regardez le départ, ça va être absolument magnifique. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Il faut pousser là, avec les papalmes. Poup, 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 poup. Allez hop, on pousse comme ça. Regardez, ah j'ai plus vite que lui. Nanana. Hop là. Et voilà. Bonne pêche. Elle va plus vite là. Revenez là. Revenez là. Revenez. Oh. Sacré Denis. J'ajoute que 2 manches du challenge carnassier organisé par la Fédération de pêche de Loir-et-Cher. 2 manches auront lieu en août à Montrichard, une en août et une en septembre à Tré. Merci Denis, on va parler de celui qui est l'objet de toutes les attentions sur ce Game Fair. C'est la star, on l'entend beaucoup, pas trop autour du plateau, mais un peu plus loin. Le chien, beaucoup disent d'ailleurs que la chasse, c'est avec et surtout le meilleur ami de l'homme. La chasse, c'est le chien, des chiens courants, des teckels. 5000 sont présents ici pour la 34e édition du Game Fair à la Motte Beuvron. Près de 2 km de long. Reportage de la Grande Meute avec Amélie Rigononzo et Pierre-Dominique Lepé. Des box à perte de vue. Sur près de 2 km, 5000 toutous se font admirer, caresser, bichonner par des visiteurs qui n'en croient pas leurs yeux. C'est la première fois qu'on en voit autant et puis c'est la première fois qu'on vient aussi, donc c'est impressionnant. L'odeur surtout, c'est surtout ça qui m'a marqué. Des grands, des petits, des sages et des plus agités. En tout, 35 races de chiens courants sont réunies. Un exploit qui a un nom, la Grande Meute, le rassemblement de 5 associations de chiens courants. Vous savez, les chiens courants, ça vient de nos terroirs. Ça s'appelle des Bleus de Gascogne, des Gascons Saintongeois, des Bruneaux du Jura, des Griffons vendéens, des Griffons nivernais. Tout ça, ça respire l'histoire de notre pays. Et donc, c'est pour montrer nos chiens. Et d'autre part, c'est pour créer un certain nombre d'initiatives. On a créé l'association des tatoueurs. Nous sommes en train de travailler avec la grande distribution pour récupérer les déchets alimentaires pour nos chiens. 2 millions de chiens, il faut les nourrir tous les jours. Promouvoir et défendre le chien courant dans une période où la chasse est particulièrement décriée. Mais surtout, mettre leur passion et même leurs chiens en commun. Aujourd'hui, plusieurs équipages vont se rassembler au cours d'une démonstration où près de 500 chiens chasseront ensemble sur le ring. C'est un exercice particulier, c'est un exercice qui est peu commun pour la meute, puisque la meute est habituée à être ensemble dans son chenil ou ensemble à la chasse. Un chien de meute, c'est un chien, ici ça s'appelle un chien de meute parce que justement il a cet instinct grégaire, il reste en meute, il ne cherche pas à aller vaquer seul, mais bon, je pense vraiment que ça va bien se passer. La Grande Meute au Game Fair, une première que l'association compte bien renouveler. Et on va continuer de parler de chiens après les chiens de vénerie, les chiens sportifs. Ils pratiquent une discipline très spectaculaire, vous allez le voir, le Dog Show Disc Cup, une discipline très appréciée du public. Denis ? Ah oui, absolument, et je peux vous dire qu'il y a une compétition cet après-midi ici au Game Fair, et je suis avec fille fantastique qui est 2 fois championne de France, 2012-2013, si mes souvenirs sont bons, et qui vient encore avoir d'un titre, Yannick. Oui, on a été sélectionné au championnat d'Europe le mois dernier, donc voilà, on est bien contente. Et ça fait combien d'années que ça dure tous ces titres ? Ça fait 4 ans. 4 ans, et ça le fait bien. Alors, on va regardez, c'est Pampa. Mais Pampa, aujourd'hui, elle fait pas de compétition, parce qu'elle est vieille, Pampa, elle a 13 ans et demi. Alors, évidemment, elle se repose, elle est adorable. Yannick, allez, venez avec moi. On va regarder et comment ça se passe. Alors, un frisbee, que l'on envoie un chien, et Charlie va nous montrer la démonstration en ce moment. Des Espagnols qui nous montrent ce qu'ils peuvent faire avec leurs chiens. Donc vous voyez qu'on joue avec une dizaine de frisbees à la fois. Le but est de faire différentes figures, en fait, le plus variées possible. On a des sauts, on a des lancers longs, des lancers courts.
Voilà, plein de sortes de figures, en essayant de mettre le moins de poses possible. Et le but, c'est de faire vraiment une chorégraphie en fait qui se passe en musique. Donc là, elle va nous faire un flip. Voilà, donc le chien a fait un flip, un back vault. Hop, vous voyez, un saut assez haut. Elle rééloigne le chien en lançant un frisbee pour avoir le temps de ramasser ses autres frisbees et enchaîner sur d'autres figures. Et ça s'enchaîne pendant 2 minutes comme ça. Alors, il y a une question qu'on peut se poser chez vous. Eh bien, est-ce qu'on peut le faire avec son chien? Alors on peut le faire avec à peu près tous les chiens. Il faut quand même que les chiens aiment jouer à la balle ou avec un jouet quelconque. Et que le chien soit en bonne santé physique parce que ça demande quand même un bon physique. Mais ici on voit surtout des border collies et en réalité on peut jouer avec beaucoup de types de chiens, à condition qu'ils ne soient pas trop lourds et en bonne santé. Et il faut combien de temps à peu près pour finalement l'éduquer à ce sport? Alors c'est aussi physique pour vous-même comme pour le chien, parce que vous n'arrêtez pas de bouger. Hein. Oui, on se roule par terre beaucoup, on court pas mal. Et alors il faut compter 2-3 ans hein, pour bien dresser, pour bien éduquer son chien au frisbee. Très bien, merci Yannick. Vous êtes en compétition là? Oui, je viens de passer moi. Et alors, ça s'est passé comment? La chienne a été meilleure que moi. Elle m'a bien rattrapé. Avec le sable, les aplombs sont différents, le timing est changé. Donc ça ira mieux demain quand on aura pris l'habitude du sable. Ah oui, le sable, c'est pas facile là. Hein. Voilà, on a l'habitude de jouer sur l'herbe et on est vraiment à une demi-seconde près et le chien est très ralenti par le sable, donc ça perturbe un petit peu. Mais ma chienne a été très forte. Bon, Yannick, j'ai une question à vous poser. L'année dernière, j'avais essayé, j'avais pas été très bon avec... mais le chien était passé au-dessus de ma tête, je me souviens, c'est ça hein? Oui, chacun doit débuter, hein. C'est une question de travail après. Bon, l'année prochaine, je prends des cours avec vous. Et Benoît, au Game Fair l'année prochaine, je fais du frisbee freestyle, s'il vous plaît. Ah, je vous vois bien faire du freestyle, ah, oui. Denis. Tout de suite, quand vous en parlez, ça me fait rêver. Là. Oui, j'imagine. Merci. Merci à Yannick Toulon. Voilà, j'accueille sur ce plateau 2 autres champions. Ce ne sont pas des chiens. Muriel Chavassieux, vous êtes spécialiste de ball-trap, notamment de la fosse olympique. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Benoît, merci de m'avoir invité. Et Arnaud Bovolenta, vice-champion olympique de ski cross à Sochi. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et vous êtes tous les deux chasseurs, c'est pour ça que vous êtes invités par des partenaires au Game Fair. Voilà, tout à fait. Honneur aux femmes pour commencer avec vous Muriel. Donc vous venez chaque année, c'était un rituel pour vous. Hein. Vous aimez bien ça, l'ambiance du Game Fair? J'adore l'ambiance du Game Fair, c'est retrouver tout ce que j'aime. Le tir, les amis, la chasse, les chiens, les chevaux, tout. Et un petit concours entre sportifs. Ah oui, ça c'est le vendredi. Ça, on fait les fous entre nous. On va vous voir à l'image. D'accord. Hier, vous avez réalisé du tir au sanglier courant, c'est ça? C'est ça, tir au sanglier courant, un peu de tir à la fosse aussi, tir à l'arc sur cible mobile, donc, qui a été créé par La Porte, qui est super sympa. On progresse chaque année parce qu'on était vraiment nuls. Et tir à la fosse, vous avez fait 10 sur 10, 20 sur 20 Non, même pas, on va pas en parler là. Je suis à la retraite. Mauvais réglage, Mauvais réglage. Vent, on trouve des excuses. Il y a toujours des excuses, le fusil qui va plus, enfin on a grossi, on a maigri. Alors le public ne vous connaît peut-être pas forcément Muriel, mais vous avez participé au JO de Barcelone en 92 et au suivant, Atlanta 96. 2 disciplines différentes, hein. Je tiens à préciser. La première année en 92, c'était de la fosse olympique. Et en 96, c'était une discipline qu'on avait lancée, donc qui existe toujours, c'était du double trap. Et ce qui vous plaît dans la chasse, c'est du côté de la Touraine, je crois. Vous êtes oui, j'habite plutôt gros gibier, je crois. Hein. Gros gibier, oui, c'est ça. Donc il n'y a pas très très longtemps que je connais le gros gibier. C'est quand je suis arrivée sur la Touraine. Et ça a été un coup de cœur aussi, pas simplement pour abattre les bêtes. Je veux dire, c'est un ensemble. On va travailler les chiens, soit même courir derrière les chiens. Enfin bon, ça me plaît. Voilà. Arnaud, vous avez été élevé dans la chasse. Votre père, vos grands-pères étaient chasseurs. Le haut niveau n'est pas incompatible avec la chasse, le haut niveau du ski cross? Non, pas du tout. Moi, j'aime la chasse depuis que je suis tout petit. Voilà. Mon père, mes 2 grands-pères, j'ai des oncles chasseurs. Et voilà, bien sûr, quand on est encore dans le sport, comme je suis actuellement, c'est pas facile d'avoir du temps quand même pour y aller. Mais j'arrive à trouver du temps un peu pour y aller et j'espère pouvoir y aller un peu plus après ma carrière. Surtout en montagne, évidemment, le chamois, l'isard. Ouais, le chamois dans les Alpes, à Arèche-Beaufort. Donc beaucoup de chamois, on a une très belle chasse aux chamois, et on a du cerf, du chevreuil, c'est de la chasse de montagne, le petit gibier, le tétralyre, la gopède et tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir en tirer au début que j'allais à la chasse il y a 10 ans, donc la chasse de montagne.
Et vous qui êtes amateur d'armes, forcément, vous allez apprécier le sujet qui va suivre. Vous le savez, la Belgique est à l'honneur, on l'a dit. Eh bien, l'école de Liège est particulièrement réputée dans le monde entier pour la qualité et la précision de ses armes à feu. Elle rivalise même avec les glorieuses maisons de Londres et de Saint-Étienne en France. Reportage Amélie Rigononzo avec Pierre-Dominique Lopé. D'un morceau de noyer naît peu à peu la crosse d'une arme d'exception. J'ai tracé au début mes mesures, mes avantages. Donc et maintenant je donne la forme de la crosse que le client a demandé. Combien de temps pour faire ça? Suivant le type d'arme, ici c'est un FN. C'est des bascules assez simples, je mets plus ou moins 30 heures. Pascal est armurier dans la pure tradition liégeoise. Dans ses armes, tout est façonné à la main, même les outils sont maison. J'éprouve beaucoup de plaisir dans mon métier avec tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que le métier, oui, c'est important évidemment, c'est ce qui permet de manger la tartine, mais il y a tout ce qui est autour. Et l'artisanat est quelque chose d'essentiel. Un savoir-faire ancestral que Pascal a appris à l'école d'armurerie de Liège, probablement la seule école d'armurerie artisanale au monde. Presque tous les meilleurs armuriers d'Europe y sont formés depuis 1897. Dans cette école, 70% des élèves sont français et ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à apprendre la gravure de style liégeois, réalisée elle aussi entièrement à la main. On a la chance d'être entre la frontière germanique et la frontière latine. Donc si vous voulez, les graveurs allemands sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus chargés, et les Italiens sont beaucoup plus légers. Et nous, on est vraiment entre les deux. Et c'est ça vraiment ce qui nous caractérise. La confection complète d'une arme requiert des milliers d'heures de travail, de véritables fusils de luxe pour chasseurs passionnés et fortunés. Il n'y a pas de limite. Si vous voulez une arme à 1 million d'euros, vous l'aurez. Si vous voulez qu'elle soit sertie de diamants, elle le sera. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Pas d'armes incrustées de diamants sur le salon, mais tout de même ce petit bijou gravé par l'un des meilleurs artisans d'Europe. Son prix, 200 000 €. Muriel, votre plus belle arme? On parle justement des armes de Belgique. C'était un Browning et c'était avec lui que j'ai eu les plus beaux résultats. Un Evolution 2. Evolution 2 juxtaposée ou superposée? Superposée. Superposée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux sur ce plateau. C'était très rapide, mais il faut de la place pour tout le monde dans cette émission. Bien sûr, merci. Denis, vous n'êtes pas bien loin, je crois. Vous avez trouvé la bonne monture pour partir à la chasse à courre. Je vous avais promis que je finirais à cheval. Bon, j'ai pas vraiment trouvé le cheval, mais j'ai trouvé Missouri. C'est un super poney, Missouri. Regardez comme c'est bien. Il est mignon comme tout. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et alors, hop, vient la Missouri. Hop, on tourne. Regardez comme je... Aïe, oula. Chasse à courre ou pas avec? Hein? Chasse à courre, la vénerie, ça vous parle? Oui, ça me parle. Non, on va essayer. Je ne sais pas si je vais arriver à m'arrêter, mais je m'en vais. Au revoir, mon petit Benoît. Vous m'embarquez pas, hein? Vous m'embarquez pas. Je reste. Allez, on se quitte sur ces images de Denis sur... comment il s'appelle le poney? Missouri. Allez, Missouri, on y va. Et on remercie Jazzacourt qui nous offre ces quelques notes de musique. On vous souhaite une très belle après-midi sur le service public sur France 3. À très bientôt pour une nouvelle émission. Et longue vie au Game Fair.